Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire. Donc on va rapidement commencer par quelques détails techniques pour être sûr que je partage bien mon écran. Donc c'est bien. Alors aujourd'hui nous sommes très nombreux. Donc, je suis très content du succès de cette proposition de sujet autour de la réforme de la formation professionnelle et sur l'idée effectivement que cette réforme, nous pouvons l'attaquer, la prendre en tout cas de l'intérieur de l'entreprise parce il y a effectivement de belles opportunités à prendre. Alors, ce que je voudrais juste, donc vous avez normalement, vous avez téléchargé l'application, donc vous devriez m'entendre et me voir, mais ça c'est pas le plus important, surtout voir l'écran de mon ordinateur qu'on partage. Et si l'un ou l'une d'entre vous peut me dire si tout fonctionne bien, hein, vous avez un système de chat et de questions, donc voilà, vous avez de la place pour écrire et si vous pouviez juste me préciser que tout fonctionne bien avant que nous ne démarrions concrètement ce webinaire. Donc peut-être si quelqu'un veut me dire si tout fonctionne bien, l'audio et le visuel de l'écran. Je vais peut-être enlever la caméra ici. OK, bon. Ok, c'est parfait. Donc merci beaucoup de me préciser que tout marche bien. Donc, je présente déjà mes excuses à quelques-unes d'entre vous parce que j'ai dû annuler la session que j'avais programmée pour le 1er juin dernier. J'ai dû malheureusement la reporter. En même temps, ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis, puisque la loi a été validée par l'Assemblée nationale mardi de cette semaine, au moins on sait à peu près où on va. Elle va passer devant le Sénat. Je ne pense pas qu'il y aura de modifications très importantes autour de ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale. Donc finalement, c'est une bonne chose parce que les principales directions que cette réforme prend sont toutes confirmées. Bien évidemment, je ne vais pas aborder la question de la réforme de la formation professionnelle politique, bien évidemment. Je vais surtout l'aborder sur le plan des entreprises, sur le plan des salariés, sur le plan de ce que ça peut changer aussi pour l'écosystème dans lequel la formation professionnelle se situe, comme ça peut l'être par exemple le cas sur les OPCA qui vont devenir nos opérateurs de compétences. Alors je rentre vraiment tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à partager. Nous n'avons que 45 minutes et donc on va aller dans le vif du sujet pour voir comment est-ce qu'on peut faire notre réforme de la formation professionnelle de l'intérieur et aborder quelques sujets ensemble. Voir quelles opportunités nous donne la réforme en termes de développement et d'adaptation des compétences, comment articuler le développement court terme et le développement long terme des compétences. C'est un sujet qui est clé pour nous, dirigeants et membres de la fonction RH, hein, puisque nous sommes aujourd'hui plutôt des DRH et des dirigeants d'entreprises dans ce webinaire. Ensuite, quelques mots sur la répartition des rôles entre fonction RH, manager et salarié pour développer l'employabilité. Je crois qu'aujourd'hui, le constat que je fais dans les missions que je conduis, c'est que ces rôles ne sont pas clairement partagés. Et on ne sait pas trop exactement qui doit faire quoi. Et je crois que là, il y a une clarification qui est nécessaire. Et puis, le dernier sujet qui n'est pas des moindres, qui est l'entretien professionnel. Et moi, je dis donner à l'entretien professionnel ses lettres de noblesse, parce que là aussi, dans les missions que j'ai conduites, je me rends compte que cet entretien professionnel a plutôt été présenté et il est plutôt perçu comme une contrainte par les managers et les salariés. On n'en comprend pas bien le sens et surtout les entreprises s'en servent vraiment très mal.
Voilà, on va essayer de traiter tous ces sujets dans le laps de temps que nous avons. Vous avez donc la place et la possibilité de poser des questions. Alors, comme on est très nombreux, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions s'il y en a. Vous pouvez faire des remarques, vous pouvez chatter également, puisque le chat est visible par tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me couper la parole ou à poser des questions si vous en avez. Alors, bon, juste pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas bien encore, moi je travaille maintenant depuis 22 ans dans le conseil et l'accompagnement des dirigeants et des entreprises et j'ai trois grands domaines d'intervention qui sont le management des talents, la performance RH à travers la qualité, l'organisation et les processus RH, et puis l'accompagnement de dirigeants et de DRH dans soit la mise en œuvre de leur stratégie et de leur politique RH, soit dans la formalisation des feuilles de route RH, et puis aussi parfois en termes de coaching, d'accompagnement de dirigeants ou de DRH. Je travaille avec l'Institut Thomas More maintenant depuis 4 ans autour de la réforme de la formation professionnelle. Je vous ai adressé un lien pour aller regarder une vidéo qu'on a faite lors d'une interview sur BFM Business. Ça me donne l'occasion, en fait, ce partenariat, de pouvoir rendre visible un certain nombre d'idées que je défends, que je propose aux entreprises et sur lesquelles je vais à présent vous proposer d'échanger. Ce que je veux partager avec vous, parce que c'est un point d'entrée qui est important, c'est que nous, fonction RH, malgré tous les efforts qu'on peut faire, eh bien, nous avons parfois des difficultés à trouver notre place entre les autres fonctions de l'entreprise et principalement les deux grandes ou trois grandes fonctions que sont les ventes et la finance. Et donc effectivement, on a parfois cette difficulté à trouver notre place. Et une des raisons pour lesquelles on a cette difficulté à trouver notre place, c'est que la fonction RH étant chargée de garantir la bonne efficacité de la mise en œuvre du droit du travail, on présente notre métier plutôt autour des contraintes, des obligations, du droit du travail, plutôt que de l'orienter sur la façon dont nous pouvons accompagner la stratégie et le développement des organisations. Donc, un des leitmotifs que j'ai, et j'ai fait récemment un séminaire avec un client nouveau, récent, qui m'a confirmé cela, c'est-à-dire cette difficulté que la fonction RH a à mettre son travail et sa contribution en perspective de la stratégie de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est un point clé, en particulier là avec cette réforme de la formation professionnelle qui nous ouvre de belles possibilités pour prendre la place que nous méritons d'avoir, évidemment, puisque en tant que pilote du management du capital humain de l'entreprise, au fond, nous pilotons la principale ressource de l'entreprise. Donc cette place, nous devons la prendre et peut-être les éléments qu'on va partager aujourd'hui vont vous y aider. La réforme de la formation professionnelle, je dirais il y a trois choses qui émergent. Premièrement, l'étau se dessert. Hein. L'étau se dessert parce que nous avions, il faut le reconnaître, des contraintes très fortes dans la mise en œuvre, la définition, la mise en œuvre des plans de formation, avec des catégories de formation qu'il devait faire rentrer. Enfin, c'était d'une grande complexité. Il y avait beaucoup de travail administratif qui consommait beaucoup d'énergie au niveau de la fonction RH. Tout ça, cet étau est en train et va se desserrer grâce à cette réforme. Et donc, il y a une véritable opportunité pour augmenter la valeur ajoutée du travail qui est fait en matière de management des compétences au niveau de la fonction RH. Deuxième point, c'est que nous allons pouvoir renforcer les liens entre la stratégie et le développement des compétences clés de l'entreprise. Alors, compétences clés, ça s'entend par compétences individuelles et collectives. Pourquoi est-ce que ce lien on va pouvoir le renforcer? C'est qu'on va pouvoir sortir de la logique annuelle du plan de formation. Donc ça, c'est une très belle opportunité, et j'y reviendrai, qui va nous permettre de mieux dépenser notre argent, mieux investir et le faire pas simplement sur une période courte, mais le faire sur une période un peu plus importante en lien avec la période des plans stratégiques. Troisième point, donc optimiser les investissements,
Et oui, parce que au lieu d'investir à court terme, eh bien, on va pouvoir répartir nos investissements sur des termes qui vont nous convenir. Et ce qui aujourd'hui va être très intéressant pour nous, c'est que cette réforme ouvre la possibilité d'augmenter notre agilité en matière de plan de formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les managers et les salariés, quand ils ont besoin d'une formation, ils en ont besoin en général tout de suite. Et on va voir qu'il faut justement qu'on arrive à répartir la valeur ajoutée des plans de développement de compétences entre le court, le moyen et le long terme, entre ce que les managers doivent faire et ce que nous, fonctions RH, nous devons faire. Donc tout ça va nous permettre de travailler encore mieux et de donner une dimension encore plus stratégique et économique au développement des compétences dans l'entreprise. Alors, le leitmotiv pour moi, le sujet clé, le mot clé, c'est la notion d'employabilité. J'ai la possibilité de vous proposer de répondre à quelques questions en même temps pour essayer de vie dans notre échange. Je vous propose donc de répondre à un court sondage que vous devez voir apparaître sur l'écran. Donc, je vais vous laisser voilà, une trentaine de secondes pour lire le contenu de ce sondage, y répondre. Et puis, en fonction de vos réponses, eh bien, nous verrons comment, où vous vous situez. Et évidemment, on va partager l'ensemble de vos votes en sachant qu'il y a toujours des personnes qui arrivent. Je leur souhaite la bienvenue. Je ne reprendrai pas mon discours depuis le début. Je vous laisse prendre en cours ce webinaire. Voilà, donc 30 secondes de passé. Je vais donc, si vous le permettez, fermer ce sondage et puis partager les résultats. Donc, on a, c'est intéressant, 13% des participants où la notion d'employabilité est connue depuis longtemps par les équipes RH, et puis d'autres pour qui cela est plus récent et d'autres pour qui cela n'est pas vraiment connu. Très bien. Alors, cette notion d'employabilité, pourquoi elle est clé pour nous? Eh bien, on va y revenir dans le détail, mais la notion d'employabilité, elle va faire référence à ce que l'entreprise peut faire pour ses salariés et ce que les salariés peuvent faire pour eux-mêmes, première chose. Deuxième chose, la notion d'employabilité, c'est une notion qui se développe sur le court, le moyen et le long terme. Quel est mon niveau d'employabilité aujourd'hui? Quel devrait être mon niveau d'employabilité à moyen terme? Et quel doit être mon niveau d'employabilité à long terme? Et cette notion-là, c'est effectivement pas simplement une notion qui doit être connue des équipes RH, mais ça doit également être connu des salariés et des managers. On va rentrer dans ce détail et dans ce point. Alors, les opportunités que nous offre cette réforme de la formation professionnelle 2018, on en est à la 14e réforme, je crois, en moins de 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est un vrai sujet. Les 590 amendements qui ont été posés sur le projet de loi et qui ont été débattus, il faut le dire assez rapidement d'ailleurs à l'Assemblée nationale, montrent que c'est quelque chose qui est toujours très complexe. Donc là, en 45 minutes, on ne peut pas rentrer dans la complexité du sujet, on va l'aborder vraiment de façon beaucoup plus opérationnelle. Alors, tout ce que vous avez toujours rêvé de mettre en place, c'est tout ce que vous avez toujours rêvé de demander. Je ne sais pas si pour certaines d'entre vous, Woody Allen, ça dit quelque chose. Là, il est jeune sur la photo. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on pouvait faire et qu'on aurait voulu faire, pardon, et qu'on ne pouvait pas vraiment faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous avions envie de faire et que nous allons enfin pouvoir faire. Et donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de cette réforme dans l'ensemble. Même s'il nous reste des contraintes, on va pouvoir ouvrir les opportunités et faire un peu plus ce qu'on a envie et besoin de faire dans nos entreprises en matière de management des compétences. 4 points me semblent clés dans ces opportunités. Le premièrement, c'est rendre les salariés acteurs de leur propre développement professionnel. On sait très bien que sans engagement, toutes les formations que nous faisons, que nous pouvons proposer à nos collaborateurs, les formations que nous pouvons proposer également à ceux qui sont en recherche d'emploi ou ceux qui sont primo-accédants au marché du travail, s'il n'y a pas d'engagement, la formation, la professionnalisation
et généralement très peu efficace. Donc, c'est comment je rends acteurs les collaborateurs, les salariés dans leur développement professionnel. Deuxième point, comment donner aux managers les clés de compréhension de l'employabilité. On ne peut pas faire de l'employabilité. Les managers n'ont pas intégré cette notion extrêmement importante, partie prenante. Nous ne pouvons pas faire seuls de l'employabilité au niveau de la RH. On peut présenter tous les meilleurs outils qu'on veut, les systèmes d'information RH qui font tout ce qu'on veut. Si les managers ne s'approprient pas cette notion et qu'ils ne mettent pas en œuvre leur rôle et leur contribution, on ne sera pas efficace. Ensuite, je pense qu'il y a un point qui est clé aussi, que je constate, qui est que la politique RH et la politique formation sont rarement comprises par les salariés. Et on a beau faire beaucoup de communication sur le sujet, les gens ne se l'approprient pas. Donc il y a un aspect éducation, prosélytisme sur la formation et le développement des compétences qui doit être fait dans l'entreprise. Et enfin, quatrième point, les opportunités, c'est d'augmenter la valeur ajoutée de la fonction RH, de la direction RH, dans ses rôles et contributions dans le développement des compétences. Alors, je vous propose un autre sondage aujourd'hui là sur les salariés. Ça touche également à la notion d'employabilité. Donc, je vous donne à nouveau une trentaine de secondes. Dans quelle mesure la notion d'employabilité est connue des salariés? Et surtout, est-ce qu'ils savent l'impact que cela a sur leur responsabilité, leur propre responsabilité? Je souhaite encore la bienvenue à certaines ou certains qui viennent d'arriver. Merci de nous rejoindre. Il nous reste maintenant une trentaine de minutes à partager. Je vous laisse encore quelques secondes pour... voilà, j'ai encore quelques personnes qui n'ont pas voté. Je ferme le sondage, je partage les résultats. Donc, on a deux types de réponses. Oui, ils ont une connaissance, mais c'est une notion vague. Ou bien non, ils ne savent pas comment cela se traduit pour eux. Bon, tout le monde n'a pas voté, mais excusez-moi, hein, c'est parce que comme le temps nous est compté, je vais assez vite. Bon, c'est un point qui est clé, et donc ça veut dire que nous avons du travail en matière d'éducation sur ce qu'est l'employabilité et sur l'importance que cela a dans la qualité de la formation, l'efficacité de la formation et ou de la professionnalisation. Alors, comment articuler le développement court terme et le développement long terme des compétences? J'ai réfléchi effectivement en préparant ce webinaire en me disant quels sont les points clés, parce que en 45 minutes, encore une fois, il est difficile de tout développer. Moi, il m'a semblé, dans l'expérience de mes interventions, que les droits et les devoirs ne sont pas forcément très bien connus entre l'entreprise et les salariés. Quels sont les devoirs de l'entreprise? Quels sont les droits de l'entreprise? Et donc, comment les salariés doivent intégrer leur propre projet personnel, professionnel dans le cadre de l'entreprise. Donc, ce que la réforme confirme de manière claire, c'est le devoir de l'entreprise, c'est l'employabilité. Donc, nous ne sommes plus contraints à dépenser de l'argent pour former les gens. Nous devons avoir une logique d'investissement dans l'employabilité des salariés. Deuxième devoir, évidemment, c'est l'anticipation et l'accompagnement des changements rendus nécessaires par la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, nos entreprises doivent être plus agiles. Nos plans stratégiques ne sont pas des plans à 5 ou à 10 ans, on est sur des plans stratégiques à 2 ou 3 ans. Et donc, on doit développer cette agilité et cette anticipation pour vraiment renforcer, resserrer les liens entre les plans de développement des compétences, d'adaptation des compétences aux évolutions de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est aussi, c'est le devoir de l'entreprise, mais c'est le principal devoir de la fonction RH. Si on ne devait faire qu'une seule chose, c'est ça qu'il faudrait faire en assurant la paye, bien évidemment. Ce qui fait qu'on a d'autres devoirs qui sont des devoirs d'information,
de conseil, voire d'orientation. Alors j'ai mis un point d'interrogation à orientation, mais pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, la réforme de la formation professionnelle va nous permettre de, en transformant le rôle des OPCA, des FONGECIF, comme des partenaires dans l'organisation du développement des compétences, cette orientation est quelque chose qui pourrait être pris et qui va être pris en charge par nos partenaires externes au niveau de l'entreprise. Et puis on a un quatrième devoir, je pense, qui est le management opérationnel des compétences, c'est-à-dire comment j'organise tous les jours, tous les mois, au fil du temps, le développement des compétences de nos collaborateurs. Mais on a des droits aussi. Nos droits, c'est quoi dans l'entreprise? Eh bien, c'est que les collaborateurs doivent s'intégrer et doivent intégrer leurs projets dans les orientations et les modalités de fonctionnement et des évolutions des métiers dans l'entreprise. Voilà, je crois que c'est important et peut-être que c'est une partie des choses que les syndicats n'ont pas totalement compris, ne se sont pas totalement appropriées, mais pour que l'entreprise soit pérenne, il faut qu'elle crée de la valeur. Pour qu'elle crée de la valeur, il faut qu'elle ait des processus de création de valeur qui fonctionnent et qui créent cette valeur. Et donc, les collaborateurs doivent se demander comment je m'intègre et comment j'intègre le développement de mes compétences dans les processus de création de valeur de l'entreprise. D'accord? On voit bien que lorsqu'on n'est pas dans cette logique-là, eh ben, au bout d'un moment, les entreprises ne créent plus de valeur et on met la clé sous la porte. Donc, les collaborateurs doivent bien comprendre ça et donc, il y a un devoir chez nous de bien expliquer quel est le cadre dans lequel le développement des compétences doit se faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que nos entreprises, eh bien, elles sont soumises aux évolutions, évolution du marché, évolution économique, évolution technologique. Et donc, nous devons intégrer ces évolutions dans les plans de développement de compétences. J'ai plusieurs cas d'entreprises que j'accompagne en ce moment sur la transformation digitale. La question n'est pas est-ce que je vais me mettre au digital dans certains métiers. La question, c'est si je veux avoir du travail demain, je dois être moi aussi digital dans mon métier poste. Donc la question, c'est pas le quoi, la question, c'est le comment et dans quel délai. Et ça, c'est des changements culturels importants parce qu'effectivement, eh ben, quand on a 25 ou 30 ans, on est flexible. 35, 40, 45, on l'est peut-être un petit peu moins, mais on l'est encore. Puis après 45 ans, et je suis bien placé pour le savoir, on a une flexibilité qui est moins grande dans l'acquisition des compétences. Et pourtant, si je ne fais pas l'effort que je dois faire pour adapter mes compétences à l'évolution des marchés ou l'évolution technologique, par exemple sur le digital, ou si j'accepte pas une transformation de l'organisation de l'entreprise dans laquelle je suis, eh bien je vais avoir du souci. Et donc ça, c'est un point, je crois, qui est clé, que les collaborateurs doivent comprendre et qui sont les droits de l'entreprise, les droits que nous avons, nous, dans lesquels on doit organiser le développement de nos collaborateurs. Je résumerai ça avec ce schéma, qui est un schéma assez classique, avec la démonstration de l'impact que la stratégie a sur les besoins en termes d'emploi et de compétences. Donc c'est sur la partie gauche du schéma. Cette partie-là, c'est celle dont nous, DRH, sommes responsables. C'est cette partie-là que nous devons absolument discuter en comité de direction et appliquer avec les managers dans les plans de développement. Et le rôle des managers, eh bien, c'est la qualité de l'évaluation des compétences disponibles et mobilisables. Et si ça, c'est pas bien fait, bah, comment est-ce qu'on peut mesurer les écarts dont on a besoin? Donc, on voit bien que cette complémentarité manager et analyse des besoins en termes d'emploi et de compétences, elle est clé pour nous et elle est renforcée par la réforme de la formation professionnelle qui nous oblige à répondre de l'employabilité de nos salariés, puisque le sujet, c'est celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, si jamais j'étais amené à faire un plan social sur une partie de mon entreprise ou sur une fonction qui disparaît, je dois prouver que j'ai fait ce qu'il fallait pour maintenir l'employabilité des personnes dont le métier va disparaître. Donc nous, on a cette responsabilité au niveau de l'entreprise et on ne peut pas faire sans les managers pour combler les écarts entre les compétences disponibles et les compétences dont on a besoin. Ce schéma, il est très simple, mais je crois qu'il est très éclairant pour les managers, comme d'ailleurs pour les salariés, lorsque je leur propose et que je leur en donne la lecture.
Alors comment, je regarde ma montre pour veiller à ce que je tienne le timing, peut-être que j'accélère un petit peu. Comment répartir les rôles entre fonctions RH, manager et salarié pour développer l'employabilité? Je crois que le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, la fonction RH doit être centrée sur l'ingénierie de dispositifs de développement des compétences et de l'employabilité. Je crois que c'est là-dessus que la fonction RH doit développer sa valeur ajoutée pour pouvoir apporter à l'entreprise et aux salariés l'ensemble des processus de développement des compétences et d'employabilité. Donc, le métier de la formation est en pleine transformation. On devrait et on doit passer beaucoup moins de temps à l'administration et être beaucoup plus dans l'ingénierie et l'anticipation. Si on veut faire simple, du côté des managers, bien évidemment, la principale contribution des managers, c'est la fixation d'objectifs de développement des compétences. Et ça, les managers ne savent pas bien le faire. Pourquoi ils ne savent pas bien le faire? Parce que les managers savent fixer des objectifs quantitatifs de vente, de chiffre d'affaires, de marge, mais quand il s'agit de fixer des objectifs de développement de compétences, on est dans un flou artistique, si je puis me permettre l'expression. Donc, les managers doivent apprendre à fixer des objectifs de développement de compétences qui soient mesurables et qui permettent de mettre en place des plans de développement des compétences réellement efficaces. Et ensuite, ils doivent être capables de faire des recommandations sur l'employabilité des salariés. Deuxième point sur lequel les managers sont faibles, les managers n'osent pas dire à leurs collaborateurs lorsqu'ils n'ont pas le niveau dans la tenue du poste. Et ça, c'est terrible parce que ne pas oser dire à un collaborateur qu'il n'a pas le niveau dans la tenue de son poste, c'est lui faire croire qu'il est employable quand peut-être il est en perte d'employabilité. Donc, les managers doivent prendre le courage, doivent avoir le courage et la capacité à faire des recommandations sur l'employabilité de leurs salariés pour garantir leur employabilité. Alors du coup, là, je vais partager avec vous un sondage. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Un sondage à propos des managers. Euh, Excusez-moi, je me trompe de manipulation. Voilà. Donc, la question que je vous ai posée tout à l'heure sur les salariés, je vous la pose maintenant sur la notion d'employabilité et savoir si les managers la connaissent et se sont appropriés cette notion-là. Alors, je vous laisse les quelques secondes qui vont bien pour répondre à ce sondage. Voilà, vous avez presque tous et toutes voté. Encore quelques-uns qui ne trouvent pas le bouton ou qui n'ont pas envie de répondre. Voilà, allez, 40 secondes sont écoulées. Je vais fermer le sondage, partager les résultats avec vous. Donc oui, pour certains, moins de 10%, ils l'utilisent dans les entretiens professionnels. Oui, ils le connaissent, mais ils ne l'utilisent pas dans leurs entretiens RH. Et non, ils ne connaissent pas cette notion. Donc oui, effectivement, pour certaines entreprises présentes à ce webinaire, il y a encore un peu de chemin à faire. Et c'est un chemin qu'il est vraiment très important de faire aux managers, je pense, hein, par expérience en tout cas, pour pouvoir pour qu'ils puissent nous accompagner, excusez-moi, je cherchais mes mots, qu'ils puissent nous accompagner, nous, RH et direction générale, dans le développement de l'employabilité. Ensuite, je crois que pour les salariés, je me disais, bon, il y a une liste assez longue de la valeur ajoutée qu'on attend des salariés, mais je crois que le principal, finalement, c'est l'engagement des salariés dans leur responsabilité dans le développement de leurs compétences et de leur employabilité. Je crois que depuis le temps que je travaille à accompagner les entreprises, à faire des plans de développement de compétences, à travailler sur les systèmes d'évaluation, etc., je crois que le constat que je fais le plus souvent, c'est que ce n'est pas facile pour les salariés de prendre en charge leurs responsabilités et de s'engager dans leurs responsabilités. Je crois que c'est un peu éducatif. On a tendance à faire à leur place. Et donc, je me dis aujourd'hui, engager les salariés dans leurs responsabilités, dans le développement de leurs compétences, je pense que c'est un élément clé
de la réussite de nos plans de développement et surtout de la rentabilité de notre plan de développement. Je devrais pas dire ça parce que c'est mon métier, je gagne ma vie en partie là-dessus, mais au fond, les entreprises, demain, elles pourraient peut-être dépenser un peu moins et un peu mieux pour organiser les plans de développement et l'employabilité de leurs salariés. Bon, et je le dis très sincèrement parce que le marché est en pleine transformation et que donc mon métier, à moi aussi, est en pleine transformation et il faut que je l'intègre. Euh, voilà, donc bon, ça paraît très simplifié et peut-être un peu simpliste, mais je me suis dit au fond quels étaient les points clés de la valeur ajoutée attendue et c'est cela que je vous propose de retenir pour en tout cas ce webinaire. Bien évidemment, en fonction de la situation de votre entreprise, les choses peuvent être un peu différentes. Au niveau de la DRH, comment recentrer notre valeur ajoutée? Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Alors, clairement, nous, notre valeur ajoutée, elle est donc dans le management des talents. Quand je dis management des talents, c'est-à-dire la vision globale des personnes, des talents dans l'entreprise que l'on peut amener à prendre place dans les plans de succession verticaux, hiérarchiques, dans les plans de succession transversaux pour le management de projet, pour les mobilités fonctionnelles et pas forcément que hiérarchiques, et organiser les plans de succession sur les postes clés qui ne sont pas forcément des postes de management. Donc ça, ça reste aujourd'hui une contribution, une valeur ajoutée qui est extrêmement importante. Le deuxième point, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est l'ingénierie de dispositifs de développement des compétences. Je crois que nos équipes RH doivent développer leurs compétences sur ce sujet-là pour être en capacité de proposer des dispositifs et faire de l'ingénierie de ces dispositifs. Ensuite, il y a deux autres sujets. Je pense qu'il y a l'ingénierie des parcours professionnels, parce que si il y a bien une fonction qui peut aider un collaborateur, un salarié, un manager à construire un parcours professionnel, eh bien, c'est la fonction RH. Et je le dirai tout à l'heure, évidemment, elle va le faire avec l'aide de prestataires externes également. Et puis, l'ingénierie des processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réforme de la formation professionnelle nous permet de nous ouvrir, enfin, sur des dispositifs de professionnalisation qui peuvent être pris en compte comme étant des heures de formation. Avant, la formation, c'était la formation en salle, point barre. Bah, aujourd'hui, on peut faire plus, on peut faire différemment. Donc, non seulement on peut faire du digital, on peut faire des e-learning, on peut faire des MOOC, des Cook, etc. Mais on peut faire aussi, et on peut aussi comptabiliser l'apprentissage sur le poste, le tutorat, etc. Donc, les modalités d'apprentissage plus larges, beaucoup plus étendues, et on peut enfin les prendre en considération dans les plans de développement. Donc ça pour nous, fonction RH, cette ingénierie des processus d'apprentissage, elle est vraiment aussi le cœur de notre valeur ajoutée pour demain. Les managers. Alors, les managers, ils vont nous aider sur quoi? Ils vont nous aider sur l'accompagnement court terme. C'est-à-dire, le rôle des managers, c'est de fixer des objectifs de développement des compétences dans le cadre de la tenue du poste. Donc ça, c'est un point aussi qui est important, c'est que les managers comprennent l'importance de l'évaluation de la tenue du poste. Et pas simplement d'être sympathique pour dire, bon, bah, écoute, tout va bien, cette année, ça s'est bien passé. Hein. Les postes évoluent, les métiers évoluent, donc un même métier, un même poste peut demander des compétences différentes d'une année sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose que les managers et les ont aussi un petit peu de mal à entendre et à construire. Du coup, évidemment, les managers, on va les attendre sur le management du talent hein, dans les entreprises, bien évidemment. Et c'est eux qui vont s'occuper de développer le talent de chacun dans leur tenue du poste. Et puis ensuite, on va leur demander évidemment de travailler au développement des contributions individuelles et collectives. Si les managers arrivent à faire ça, plus l'entretien professionnel, qui est la fin de mon exposé, eh bien, nous aurons gagné en termes de contribution des managers. Alors, je le formalise de cette façon-là. Alors, attendez, en même temps, je regarde si j'ai des questions. Non, j'ai pas de questions, j'ai pas de chat. Donc, je poursuis. Voilà. Donc, moi, je l'ai formalisé de cette manière-là.
En bleu ici, les managers, donc entretien annuel, entretien professionnel biannuel et entretien de rémunération. On va dire c'est les trois entretiens clés de management des ressources humaines. Et puis autour de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les contributions de la fonction RH, avec, si on va de droite à gauche, la consolidation itérative du plan de formation. On n'est plus dans un plan de formation qui est figé pour un an, on est dans un plan de formation dont la construction est itérative et sur laquelle, on va y revenir tout à l'heure rapidement, on peut se projeter à 3 ans. Ensuite, l'accompagnement, notre valeur ajoutée, bah, c'est le management des talents, c'est l'accompagnement par la fonction RH des besoins spécifiques et c'est d'accompagner les managers dans les people review. Voilà. Où est-ce que vous où sont les plans de succession? Qui peut succéder à qui? Pour faire quoi? C'est absolument clé aujourd'hui, compte tenu de l'aplatissement des lignes hiérarchiques. On ne peut pas fonctionner sans people review, sans revue de personnel, auprès des managers. Hein. Et puis évidemment, la définition de la politique RH qui revient à la fonction RH. Et ça, c'est ce que j'appelle la roue du talent, la roue des talents. C'est l'ensemble des éléments que nous devons coordonner entre fonction RH et manager pour développer les compétences de nos collaborateurs, de nos équipes, en fonction des évolutions, des plans stratégiques que nous accompagnons. Alors, un focus sur les opérateurs de compétences, je pense que c'est un sujet qui est important parce que, effectivement, un des éléments clés de cette réforme, c'est l'évolution concrète des modalités de financement, des modalités de paiement et l'évolution des opérateurs de compétences. Ces opérateurs de compétences, ils ont plus ou moins anticipé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils vont être en pleine transformation. Eux aussi vont être, comme toute organisation, et devoir se poser un certain nombre de questions. On va pouvoir aller les chercher pour, je pense, nous aider sur le domaine du conseil et de l'accompagnement, le domaine de l'ingénierie financière et de l'ingénierie de dispositifs, et puis peut-être demain nous accompagner sur l'externalisation d'une partie de la fonction formation au sens de l'ingénierie financière et de l'ingénierie de dispositif. Donc on a là des acteurs qui seront intéressants à aller solliciter pour nous entreprises sur ces sujets. Alors du coup, j'ai une question à vous poser sur le plan de formation. Je vous laisse prendre connaissance de la question et y répondre, là aussi une trentaine de secondes. Aujourd'hui, votre plan de formation dans l'année, est-ce qu'il est annuel, pluriannuel, et est-ce qu'il est parfaitement aligné avec la GPEC et la stratégie? Là, les réponses sont très rapides. La question est plus courte aussi peut-être. On atteint les 30 secondes. Parfait. Il nous reste 7 minutes, donc je vais avancer. Donc, on a un plan de formation annuel pour la moitié d'entre nous, pluriannuel pour 33% et parfaitement aligné pour un peu moins de 20% d'entre nous. Bon, ça, l'alignement, alors bon, c'est normal, hein, je veux dire, il va falloir qu'on change un peu nos habitudes. Hein. Il faut qu'on ait des plans de formation pluriannuels aujourd'hui. Ça, c'est vraiment clé pour nous, pour notre valeur ajoutée, l'optimisation de nos investissements. Et il faut vraiment qu'on soit aligné avec la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment un élément qui, enfin, je pense, hein, qui est vraiment clé pour nous. Je vais y revenir avec le comité de direction. Je vais donc vous poser une dernière question avant de passer à l'entretien professionnel. La question de la GPEC est-elle abordée en comité de direction? Oui, très régulièrement, rarement, pas du tout. Ce sujet n'intéresse pas vraiment les autres membres du CODIR. Alors, là encore, je vous laisse répondre en quelques secondes à cette question. Je vois qu'on a un petit peu moins de votants. Bon, je vais fermer le sondage. Pas forcément une question à laquelle il est facile de répondre. Alors, je ferme le sondage et je partage les résultats.
Alors, évidemment, on a des résultats qui sont parallèles un peu à la question précédente, hein. On avait 17% tout à l'heure sur la prise en compte de la GPEC, on a 18%. Donc, cette prise en compte de la GPEC pour un peu moins de 20% d'entre nous. La GPEC est rarement abordée en comité de direction, et puis pas du tout, et ce sujet n'intéresse pas vraiment les autres membres du CODIR, pour 10%. Bon, on voit bien là on a encore un très gros travail à faire au niveau des comités de direction. Il n'est pas normal qu'on passe pas de temps en CODIR sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est souvent culturel. Souvent, les questions de l'ARH sont traitées, allez, on va dire, en avant-dernier ou en dernier point dans les comités de direction. On est souvent un petit peu ceux qui sont laissés pour compte. Il vous reste 10 minutes, Michel, vous avez à dire quoi, hein? Ça c'est, on sait qu'on est parfois un petit peu, on ne consacre pas suffisamment de temps à nos sujets de RH. Il faut absolument qu'on sensibilise nos dirigeants sur ce point-là, parce que c'est une des réussites des plans stratégiques. Il n'y a pas de plan stratégique qui réussit s'il n'est pas accompagné par un plan de développement des compétences, des rôles, des contributions en lien avec la stratégie. Le plan de formation, ce n'est pas juste une contrainte économique, c'est un levier de croissance, c'est un levier de réussite de nos actions stratégiques. Dernier point, dans les quelques minutes qui nous restent, l'entretien professionnel. Il me semble, on ne pouvait pas parler de la réforme de la formation professionnelle sans parler de l'entretien professionnel. J'ai envie de dire deux choses. Premièrement, j'ai vu 80% des entreprises dans lesquelles je suis intervenu, si ce n'est plus, ont présenté l'entretien professionnel comme une contrainte du droit de la formation et du droit du travail. Donc c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. L'entretien professionnel n'est pas une contrainte, c'est un levier. Nos managers, il ne faut pas que nos managers oublient et que nos dirigeants oublient que le manager doit passer un pourcentage de son temps non négligeable dans le management de ses équipes. Et tout entretien qu'il a est un entretien qui doit créer de la valeur en créant du développement de compétences, du développement de la contribution individuelle et donc de la performance collective. Donc l'entretien professionnel n'est pas une contrainte, c'est un levier de développement de l'employabilité de nos salariés et donc de l'adaptation de leurs compétences. Encore faut-il qu'on le perçoive de cette manière et qu'on l'organise de cette manière. Donc, quand je dis redonner ou donner à l'entretien professionnel ses lettres de noblesse, j'entends finalement le renforcement des liens entre la tenue du poste, l'évolution du poste dans les 3 ans et les souhaits d'évolution professionnelle. C'est à ça que ça sert, cet entretien. Et donc, ça sert à sensibiliser les salariés sur le fait que, 1, il faut tenir son poste au niveau attendu à date. 2, le métier, le poste que l'on tient peut évoluer et s'il évolue, on doit faire évoluer nos propres compétences. Et ensuite, on peut réfléchir à des souhaits d'évolution professionnelle. Voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut entendre l'entretien professionnel pour que ça fonctionne. Lettre de noblesse, parce que compétitivité, emploi et compétences dans l'entreprise sont directement liées à notre employabilité et à la création de valeur dans l'entreprise et donc à la pérennité de l'entreprise. Donc tout ça, c'est lié et c'est important que tout le monde l'ait en tête. Lien entre stratégie de l'entreprise, compétences clés et employabilité individuelle. Je répète un petit peu le message que je suis en train de vous passer là. Ça aussi, c'est le discours que doivent tenir les managers dans l'entretien professionnel. Ils doivent apprendre à tenir ce discours. Et puis ensuite, réalisme des souhaits individuels versus les besoins de l'entreprise. Effectivement, je suppose que parmi vous, il n'est pas rare que vous ayez des besoins, des demandes, où les gens ne se rendent pas compte qu'ils travaillent d'abord dans une entreprise avant que l'entreprise ne réponde à leurs propres souhaits d'évolution. Il ne faut pas se tromper dans quel sens fonctionnent les poupées russes. Et puis l'autre chose, et qui n'est pas négligeable, c'est le co-engagement dans la construction et la réalisation des parcours professionnels. On voit bien que l'utilisation extrêmement faible des heures de DIF et de CPF. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas conscience qu'ils ont un outil à leur disposition pour investir dans
leur parcours professionnel et leur plan de développement individuel. Alors qu'ils ne l'utilisent pas, bon, bah, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui dort, hein. Oui, il y a des centaines de millions d'euros d'heures de formation qui dorment, puisque, grosso modo, on est à 20% d'utilisation des heures de CPF, hein. Bon, alors c'est pas très grave parce qu'il y a un plafond et qu'à un moment donné, on va arrêter de mettre de l'argent sur ces comptes. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que nos salariés n'ont pas conscience qu'ils peuvent être et qu'ils doivent être acteurs de leur plan de développement de compétences. Voilà les messages que j'avais envie de partager avec vous. Il est 10 heures, donc nous arrivons à la fin de notre webinaire. Peut-être vous laisser le temps de répondre à ce dernier sondage pour avoir votre avis sur ces 45 minutes que nous venons de passer. Et puis peut-être vous laisser le temps de répondre à quelques questions si vous le souhaitez, éventuellement. Et comme je l'indique, donc avec grand plaisir, tout à fait spontané. Voilà. Si vous avez besoin et envie de poursuivre ce webinaire par un échange téléphonique sans aucun engagement de votre part, bien évidemment, si je fais ces webinaires, c'est pour vous faire savoir ce que je sais faire et ce que j'aime faire et comment j'aime le faire. Donc c'est une action évidemment commerciale, je ne le cache pas, mais je suis tout à fait prêt à échanger avec vous sans aucun engagement pour approfondir certains points si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées téléphoniques, vous avez mon mail, vous avez mon site internet, et donc avec grand plaisir, si vous souhaitez approfondir et communiquer avec moi de manière un peu plus importante autour de ce sujet. Voilà, eh bien écoutez, 10h01, je vois qu'il n'y a pas de chat, il n'y a pas de questions complémentaires, on va tous retourner à nos activités opérationnelles, je vais dire. Donc merci pour votre participation, merci pour avoir répondu à ces différents sondages et avoir participé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vois qu'on a du ciel bleu ici, en tout cas sur Paris, donc j'espère que c'est de même pour vous tous. Et puis un excellent week-end et peut-être à très bientôt. Merci, au revoir.